J'ai besoin des 4 rapporteurs ici, sur la scène, avec moi. Wow, oui. C'est comme à la voix. Et puis... Demandez aux gens de se tourner, s'il vous plaît. C'est comme à la voix, quand ils sont sur la scène, vous vous retournez vers ici. C'est un bon concept. Oui, ou on va rester debout. Ben, c'est comme vous voulez. Moi, vous vouliez absolument vous asseoir. Mais... Je savais pas qu'il fallait que je parle. On en a 3 sur 4. 4 en 4. 4 sur 4. Donc, on va faire on va aller voir ce que nos porte-paroles de chacun des ateliers ont récolté comme fruit de leur réflexion. Je vais commencer avec le numéro 1. Oui, oui. Le premier, c'était faire voir le livre, rôle et place des intermédiaires et médiateurs du livre aujourd'hui. D'abord, Votre nom? Geneviève Harvey, groupe HMH. Bonjour Geneviève. Alors, je vois que vous avez quand même quelques notes. Oui. Qu'est-ce que vous avez, sur quoi la discussion a porté? Alors, nous, c'était la discussion autour du rôle et de la place des intermédiaires et médiateurs traditionnels du livre aujourd'hui. Alors, on s'est posé la question, quels étaient ces médiateurs? On a ratissé large, étant donné qu'on s'est aussi dit, bon, est-ce qu'on inclut seulement ceux qui ont un contact avec le public? Est-ce que c'est un rapport au livre, le médiateur? Bon. Donc, on a inclus, les éditeurs, les libraires, qui sont devenus quand même unanimement le lieu naturel, donc, de la médiation au niveau du livre. Les médias. On en a jasé aussi. Les médias, on n'est plus nécessairement dans l'ère des Pierre Foglia qui font une critique et qui ont une réaction directe au niveau de la librairie. C'est plus éclaté, mais ils sont quand même des passeurs. Les influenceurs qui sont très présents, les prescripteurs, les salons, les bibliothèques. Donc, tous ces gens, on a posé une problématique qui était la multiplication des relais. Il y en a de plus en plus. La fragmentation des marchés. Et la diminution de l'attention. Donc, c'est tous des points qui sont revenus un peu dans la journée au niveau des conférences. Et ça nous a fait réfléchir sur qu'est-ce qui était le point commun de tous ces médiateurs, etc. Et qu'est-ce qu'on pouvait peut-être amener. C'était l'authenticité. Nous, ce qui est ressorti, c'était ça. Pas nécessairement le rapport humain, mais le rapport authentique, que ce soit sur l'espace au niveau des réseaux sociaux. Ah, mais je vais finir ici. Oui, mais tu comprends que c'est inconscient. Puis, donc, c'est ça, c'est qu'on essayait de voir que créer le moment authentique, que ce soit un auteur. Parce qu'on a parlé aussi comme quoi les auteurs, je les ai oubliés dans les médiateurs. De plus en plus, l'auteur qui va donner ses propres conseils au niveau de la lecture, il y a un rapport par rapport au lecteur potentiel. Donc, les rassemblements, on a parlé des lieux de rassemblement, les bibliothèques, mais les librairies, les salons sont quand même, restent des lieux de médiation intéressants, mais efficaces. Mais on sait aussi, il y a quelqu'un qui a soulevé la question de dire, oui, mais est-ce qu'on est en train de discuter de vendre des livres ou de vendre la lecture? Comment on fait? Est-ce que c'est la même chose au niveau de la médiation? Et on s'est aperçu que la collaboration entre... Parce qu'il existe des outils, il existe déjà des choses présentement, une matière première, mais on se dit que peut-être que le relais, la participation de tous, on parlait de l'exemple du 12 août, je lis québécois, j'achète québécois, peut-être demander à tous les acteurs du livre que cette journée-là, il y ait une inscription, que leur bandeau Facebook... C'est ce genre d'initiative-là, de choses qui existent, mais que tout le monde pourrait peut-être un petit peu plus se donner la main pour mettre en place des initiatives de ce genre-là. Puis, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Bien, c'est pas mal ce qu'on a dit, je pense. C'était ça? Bon, c'est ça. Je vais quitter. Merci beaucoup. Effectivement, c'est vrai que les auteurs deviennent même parfois presque des marques eux-mêmes ou des porte-paroles. Deuxième atelier. Tiens, je le connais, lui. Jérémy, comment encourager l'indépendance des acteurs du livre? Question presque philosophique, mais très importante.
Oui, je vais essayer de répondre sans trop m'éloigner de toi pendant une demi-heure. On a vraiment failli passer tout l'atelier à juste réfléchir à la question en soi, comment encourager l'indépendance des acteurs du livre. C'est une grande question, celle en est une. Et on s'est mis d'abord en préambule de faire la différence, parce que rapidement, les discussions ont tourné autour de deux choses, c'est-à-dire la spécificité de la librairie indépendante, c'est-à-dire dans ce qu'elle offre, dans ce qu'elle veut proposer de façon spécifique. Ce n'est pas nécessairement son indépendance. L'indépendance permet justement de développer une niche, une spécificité, et cette indépendance-là, on l'a quand même souligné en deux temps, c'est-à-dire une indépendance qui est culturelle et une indépendance qui est financière. Et bon, il faut dire que l'indépendance financière est un peu névralgique dans tout ça, mais l'indépendance culturelle aussi l'est dans les choix un peu quasi éditoriaux de ce qu'on veut tenir en librairie, de comment on veut les travailler, comment on veut les tenir. Et suite à cette distinction-là, d'abord, sur l'indépendance et comment y réfléchir, il y avait beaucoup de libraires autour de la table, principalement des libraires, et par l'indépendance des acteurs du livre, on avait la chance d'avoir un imprimeur avec nous, quelqu'un qui travaille dans les logiciels d'exploitation pour la librairie, ainsi qu'un diffuseur, quelqu'un qui représentait aussi les ligues. Donc, on avait aussi plusieurs acteurs qui sont là pour outiller d'une certaine façon les librairies pour justement se jouir pleinement de cette indépendance. La première chose, je pense, qui est importante à souligner, c'est de se rendre compte à quel point cette indépendance, on a tendance à s'y draper, à se dire on est indépendant. Même nos clients, des fois, on en a tous des clients qui sont tellement heureux de venir en librairie indépendante. Vous savez, moi, j'achète indépendant. Et on prend un peu pour acquis cette indépendance-là, mais il faut se rendre compte d'abord qu'elle est excessivement précieuse et excessivement fragile. Dans un passé très, très récent, on a vu des grands groupes en racheter d'autres. On a vu des grands groupes acheter des librairies indépendantes. On a vu des problèmes de passation de librairies. On a aussi vu des success stories. On peut penser au Furteur à Saint-Lambert, on peut penser à l'ouverture de Le Guillion ou encore à ce qui s'est passé chez Pantoute. Mais quand même, on a des grands groupes qui sont là, on a des grands groupes qui prennent de plus en plus de force. Et cette indépendance-là, dans laquelle on se drape, elle est précieuse. Il faut travailler pour, il faut y réfléchir. Il ne faut jamais la prendre pour acquise. Et peut-être qu'on l'a fait trop souvent récemment, la prendre pour acquise. Il faut toujours y réfléchir et voir à quel point on peut en jouir pleinement et à quel point on peut surtout la protéger. Ces actions-là, bien, il y a eu aussi cette idée de collectivité. Hein. L'indépendance ne veut pas dire individualisme dans l'entrepreneuriat, mais bien sûr une façon de tomber dans quelque chose de collectif. Les acteurs du milieu du livre, les librairies d'abord, doivent se réunir un peu comme on le fait aujourd'hui. On souligne à quel point c'est enfin intéressant d'avoir un contact humain, de réfléchir ces enjeux-là. On a l'impression qu'on est tout seul dans notre petite librairie à se dire, mon Dieu, comment la chaîne pourrait aller mieux, puis on sort des médias où on ouvre la télévision, l'ordinateur, puis on se rend compte qu'on a l'impression qu'on est tout seul dans notre petit monde, puis là, on arrive ici une journée de temps, puis on se rend compte que c'est des questions qui nous habitent tous, et ça, c'est une initiative intéressante, et de continuer à avoir ces rencontres-là où est-ce qu'on peut mettre des visages sur ces questionnements-là. J'ai tout noté dans le désordre, question d'être bien mêlé quand j'allais vous en parler. Il y a bien sûr, cette solidarité-là, elle est essentielle pour trouver des solutions. Il y a eu cette idée qui a été amenée de trouver une façon d'amener aux librairies indépendantes des outils qui sont les mêmes que les grands groupes utilisent. On peut penser à des outils de gestion de données. On a parlé beaucoup de métadonnées pendant la journée. C'est pas la première fois qu'on en parle aux rencontres interprofessionnelles. Ça a toujours l'air un peu d'être du charabia. C'est immense, c'est grandiose. Les groupes qu'on présente sont souvent Google et compagnie. Et pourtant, il y a une façon de le faire quand même à échelle humaine, une façon de peut-être travailler plus proche de notre clientèle, la connaître. Oui, on connaît M. Lesage qui vient chercher ses folios 2 €, ou on connaît telle personne qui lit tous les Péri-Rodin, mais au-delà de ça, il y a des clients qui sont des clients fidèles de la librairie auxquels on ne connaît peut-être pas le nom, on ne connaît pas leur préférence de lecture, et pourtant, on pourrait bonifier notre offre en les connaissant plus, en ayant justement une collecte de courriel, une façon de connaître un peu les ISBN qui ont été achetés pendant l'année, sans tomber dans le Big Brother, juste à utiliser ces outils-là pour être encore plus personnalisés dans notre offre de services qu'on leur fait. Il y a eu aussi, bien sûr, le grand géant Amazon qui s'amuse à être capable de vendre des livres qui sont peut-être plus disponibles d'une certaine façon. Donc, l'imprimerie sur demande, on en parle depuis quelques années. C'est toujours un peu quelque chose de sci-fi. Lorsqu'on en discute, on a l'impression que c'est si loin. Et pourtant, il y a peut-être une façon de réfléchir la chaîne du livre et voir comment il y aurait une possibilité d'offrir des livres parce que l'indépendance, c'est aussi ça, hein, de pouvoir offrir le plus de livres possible. Quand le livre est manquant, quand le livre est non disponible, quand le livre est épuisé, bien, on devient de moins en moins indépendant. Donc, on est
à la solde des décisions des grands groupes, des diffuseurs et des éditeurs. Donc, d'avoir ce genre de possibilité-là de pouvoir proposer des livres qui sont maintenant sur commande spéciale, sur édition, impression sur demande, avec des partenariats avec l'imprimeur et de revoir comment la chaîne du livre peut tout le monde aller chercher la réfléchir d'une nouvelle façon parce qu'à l'époque où tout a été placé, bien, on n'avait pas cet enjeu-là qui était clair et criant. Il y a aussi le côté précieux de l'indépendance, la solidarité, connaître sa clientèle, l'impression sur demande, le préambule a été fait. L'adaptation aussi, la mise en marché, on le voit, c'est certain qu'il y a un côté très lourd de la part des distributeurs et des diffuseurs. Lorsqu'on nous présente des mises en place, c'est toujours une mise en marché des meilleurs vendeurs au Québec. Des fois, tu passes ton bon de commande, tu te rends compte à quel point tu as l'impression que tu es complètement à côté de la traque, d'avoir de quoi de plus personnalisé. Les diffuseurs sont toujours prêts à nous accommoder avec les mises en place que nous, on veut mettre de l'avant, mais avoir une personnalification en amont parce qu'eux, ils connaissent plus leur catalogue que nous. Ils connaissent aussi notre clientèle d'une certaine façon avec les ventes qu'on fait de leur stock. Donc, d'avoir cette personnification-là de la mise en marché avec les diffuseurs, c'est une autre façon, justement, un autre outil qu'on nous donne pour être un tant soit peu plus indépendant. Et aussi, cette idée d'élargir la chaîne, la chaîne du livre d'une certaine façon avec comment intégrer justement la consignation, l'auto-édition des livres qui ne sont pas distribués par les grands groupes, comment les tenir, comment avoir cette indépendance-là, de pouvoir tout tenir ça, comment intégrer ces nouveaux acteurs-là dans la chaîne du livre. C'est une autre façon aussi de jouir encore plus pleinement de cette indépendance. Je jouis beaucoup de mon indépendance, il faut quand même le souligner. Est-ce que j'ai fait le tour en arrière? Est-ce qu'on peut me crier quelque chose que j'ai oublié? Parfait, tout se passe bien, voilà. Oui, merci. Merci, Jérémy. C'était effectivement foisonnant, je pense, cette table-là. D'ailleurs, on entendait les discussions assez... Oui, non, mais c'est ce qu'il faut. Atelier 3, nouvelles actions. Nouvelles actions et pratiques en matière de commercialisation du livre. Votre nom? Myriam. Alors, moi, j'étais donc à la table numéro 3 sur les nouvelles actions et pratiques en matière de commercialisation du livre. Je suis de mon côté éditrice aux éditions Québec-Amérique. On avait autour de la table autant des éditeurs que beaucoup de libraires et différents intervenants de chaînes de distribution aussi. Alors, la conversation a beaucoup porté sur des choses qui sont en lien un peu avec ce que Jérémy a amené, c'est-à-dire l'indépendance et la mutualisation. On a parlé des avantages. On a d'entrée de jeu abordé certaines initiatives qui étaient le propre de librairies indépendantes. Par exemple, la librairie Poirier de Trois-Rivières qui nous a fait part de son nouveau programme de livraison à la maison où, pour $1 du kilomètre, un livre qui a été acheté par téléphone va être livré le jour même chez le lecteur. Il y a des conseils aussi qui peuvent être offerts par téléphone. Du côté de la librairie Le Furteur, on a parlé de livraison piétonne à des résidences pour personnes âgées avoisinantes. Donc, on a parlé vraiment de l'individualité de la librairie, de la capacité d'entretenir des initiatives qui, au-delà de la rentabilité directe de l'opération, contribuent à cultiver un sentiment de communauté entre le lecteur et son libraire. On a parlé aussi de l'importance de connaître son lecteur dans l'infolettre, dans la pratique, dans la proposition. Donc, il y avait tout un côté où le libraire était la personne la mieux placée pour directement orienter ses propositions en utilisant des métadonnées, en utilisant sa connaissance de ses lecteurs. Et on a parlé de l'importance aussi que les infolettes soient particulièrement bien ciblées si on voulait éviter que ce soit considéré comme un pourriel. Donc, avec une fréquence raisonnable, on avait des beaux taux de succès à partir de 4 mois, voire 1 mois, mais 4 mois semblait avoir un très bon taux de succès. Donc, ce genre de pratique. D'un autre côté, quand on s'est mis à parler vraiment plutôt de métadonnées, de nouvelles technologies, de nouveaux moyens, de moyens innovants, et là, la mutualisation prenait beaucoup plus de place. Outre la circulaire bisannuelle de la LIQ, du catalogue, il y avait toute cette question de l'utilisation des métadonnées et d'avoir une visibilité, d'organiser des activités de façon plus collective, de s'assurer de la valorisation du réseau. Il y a des idées qui ont été évoquées au niveau de l'utilisation de ces métadonnées, mais ce qui est ressorti, en fait, c'est que la bonne connaissance même des métadonnées, que c'était pas tout de les stocker, mais d'être capable de les analyser, de les décrypter et de décider quel usage en serait fait, représentait un défi en soi et que, encore une fois, les librairies seraient possiblement les mieux placées pour savoir lesquelles sont pertinentes pour eux. Mais on a parlé quand même aussi de choses à plus vaste échelle. Quand on parlait de métadonnées, on parlait beaucoup de l'échange entre éditeurs, distributeurs et libraires, de la difficulté d'accéder à des métadonnées complètes en temps voulu et gratuites.
Donc, il y a beaucoup de libraires qui vont se retrouver avec des fiches incomplètes au moment de la mise en disponibilité d'un livre et qui vont devoir avoir le choix entre trouver l'information par eux-mêmes sur Google ou payer pour y avoir accès, ce qui est ni dans l'intérêt de l'éditeur qui a investi du temps dans la constitution de métadonnées appropriées et complètes, ni du libraire qui ne pourra pas habilement conseiller ses lecteurs. Donc, il y a une grande importance de ce côté-là. Il y a peut-être un chantier à avoir au niveau du partage de ces informations-là, des méthodologies, des plateformes de partage. Il y a une information qui est sortie qui risque d'intéresser beaucoup de libraires. Alors, le Conseil des arts finance maintenant le déplacement d'auteurs pour des activités de promotion, de rencontres avec les lecteurs en librairie. Donc, ce n'est plus seulement des organismes ou des institutions qui peuvent en faire la demande, mais il est possible maintenant pour des libraires aussi d'obtenir un financement à cet égard. On a parlé aussi de l'utilisation du réseau des auteurs, tout comme Jérémy, au niveau de leur présence en ligne, de leur présence auprès de leur communauté, de leur présence en salon du livre. Donc, les auteurs eux-mêmes sont des vecteurs, mais de façon collective, c'était vraiment au niveau de la bonne circulation des données qu'on a discuté. Et puis, il y a été question aussi de la colligation des inventaires des librairies indépendantes du côté de la LIQ qui va donner accès à des stocks complets pour l'ensemble du réseau à brève échéance. Donc, ça, c'est très intéressant. Et une dernière initiative qui est sortie en toute fin de discussion qui était porteuse et intéressante, c'était possiblement d'intégrer plus les lecteurs à l'activité de librairie, en commençant peut-être par les YouTubeurs. Donc, il était question peut-être d'inviter des YouTubeurs en librairie pour être libraire d'un jour, libraire du dimanche, et d'offrir des conseils aux lecteurs. Donc, à ce moment-là, on bénéficie à la fois du réseau de communication de ces YouTubeurs-là, de leur connaissance particulière de certains segments de la librairie, et en même temps, on amène une interaction entre le web et la présence physique. Voilà. Merci. Très intéressant tout ça. Et on termine avec les milléniaux. Comment les encourager à lire davantage? Et je trouve ça le fun parce que vous n'êtes pas une milléniale. Non, ça fait longtemps que je ne le suis plus, non. Et d'ailleurs, on a détourné un peu la question parce qu'on n'a pas pensé comment les encourager, parce qu'on s'est dit qu'ils lisaient, peut-être différemment, mais ils lisaient. Donc, on a plutôt parlé du rapport des milléniaux à la lecture. Alors, ça va te faire plaisir, Élodie, parce que comme on avait Madame Garceau à notre table, évidemment, donc on a redit, pour ceux qui l'avaient oublié, que les milléniaux avaient entre 19 et 36 ans et que la principale caractéristique, c'était leur rapport au temps, que quand ils étaient enfants, ils avaient 5 activités, adolescents 6, et quand ils avaient 36 ans, ils en avaient 7 et plus. Et donc, ces milléniaux lisent, je le disais, ils lisent beaucoup finalement. Ils lisent sur leur tablette, sur leur téléphone, sur leur ordinateur. Ils lisent pas forcément des livres. Et donc, pour te faire plaisir, Élodie, j'en viens là, on les a divisés. On les a divisés comme en 2 catégories, ceux qui sont plutôt les étudiants et les autres, soit célibataires, soit les parents. Et donc, les étudiants, leur rapport au livre, c'est le rapport au livre scolaire, qui est souvent un rapport pas très agréable parce que la lecture, c'est noté et ça peut signifier un échec. Et donc, on avait beaucoup de bibliothécaires à notre table. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elles disaient que leur travail, c'était que le livre soit autre chose que excusez-moi pour le mot chose, un autre, je sais pas quoi, que le livre scolaire. Et donc, elles font, à des moments d'activité, différents moments de l'année, elles font des présentations sur les tables à la bibliothèque, sur des sujets donnés, et tout d'un coup, le soir, elles voient que le livre a été emprunté. Donc, c'est une autre façon de les intéresser au livre, et on se rend compte que l'actualité... Alors, c'était intéressant. 1984, il y avait des élèves pour qui ce livre ne devait pas être étudié cette année parce que c'était un livre ringard et sans intérêt. Et grâce à Monsieur Trompe, évidemment, ce livre est devenu, on le sait, un succès pour toutes les tranches d'âge. Alors, les plus vieux, donc ceux qui ou sont célibataires ou on sait plus, ceux qui ont des enfants, donc ils retournent à la bibliothèque. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que les étudiants, ils vont moins à la librairie qu'à la bibliothèque. Mais donc, les plus vieux, donc à partir de 30 ans, donc ceux-là, ils retournent peut-être à la bibliothèque ou à la librairie grâce ou à cause de leurs enfants. Et donc, en termes de que faire pour les inciter à lire, parce que donc les libraires disaient, c'est dans ceux qui vont à la librairie, c'est dans la recommandation
personnels. On les connaît, on est capable de leur dire tu vas aimer ceci ou tu vas aimer cela. Et ceux qui ne vont pas à la librairie, c'est tout ce qu'on a eu aujourd'hui. La recommandation, c'est l'authenticité, c'est les médias sociaux. Donc c'est d'essayer de voir comment... on a un peu remis en question les professionnels de la recommandation. Pour l'instant, les youtubeurs et les blogueurs ne sont pas encore des professionnels, mais ils vont le devenir, parce que si leur blog devient commercial, s'ils commencent à gagner de l'argent grâce à leur blog, l'authenticité n'existera plus. Donc, la recommandation, elle passe par le bouche à oreille. À la fois, c'est hyper moderne, mais à la fois, c'est la vieille technique du bouche à oreille, de la relation d'amis. Et surtout, ce qu'on s'est dit, c'est de quelle façon parlons-nous du livre et de la lecture ? On ne doit pas montrer que le livre est réservé à une élite. Le livre est pour tous, et quel que soit le livre qu'on lit, c'est de la lecture. Merci beaucoup. Avant de conclure, est-ce qu'il y en a qui voudraient réagir à ce qu'on a entendu dans les comptes rendus des ateliers? Oui, Élodie. Non, je voudrais juste réagir sur la question des booktubers en librairie et préciser. Parce que donc l'ANEL, avec le comité promotion, a mis en place un concours Livre-toi que vous connaissez, qui se balade dans les salons du livre. Puis là, l'idée qui est venue autour de la table, c'était que les gagnants de ce concours-là pour chaque salon pourraient être invités dans les librairies de la région pour une journée être libraire d'un jour. Voilà. C'est juste pour préciser l'idée, puis qu'on va essayer de mettre en place. Voilà. Excellent. Autre intervention, c'est votre dernière chance. J'espère que ça vous a éclairé un peu. Je vous remercie beaucoup d'avoir été au rendez-vous pour cette rencontre interprofessionnelle du livre. Je voudrais remercier les organisateurs, Carl Fortin, Judith Sribnet et Catherine Fafard, qui ont fait un travail colossal. Je pense qu'on peut les applaudir. Et je vous rappelle quelques dates, parce que le prix des libraires jeunesse, lui, il a été remis, mais le 28 février... hier, c'est ça. Oui, c'est ça. Les gagnants dans la catégorie roman du prix des libraires, c'est le 8 mai. Et les grands gagnants dans la catégorie poésie, c'est le 29 mai, évidemment. Je vous le rappelle, en ces temps assez complexes, si on regarde au sud de la frontière, les livres prennent une importance encore plus essentielle. Vous êtes là pour nous éclairer, puis vous tenez cette industrie-là sur vos épaules. Je pense que vous pouvez vous lever et vous applaudir aussi, parce que vous faites un travail exceptionnel. Oui, oui, debout. Oh, ouais. Et votre communauté est fabuleuse. Je vous invite au cocktail et je vous remercie beaucoup. Je vous donne rendez-vous en mars 2018 pour la prochaine rencontre interprofessionnelle du livre. Ce sera la 10e. Ça vaudra le coup de célébrer l'anniversaire. Merci à tous d'avoir été là cet après-midi, puis on prend un verre ensemble.